Fatima Mernissi. Un nom qui résonne. Une sociologue, une écrivaine, une féministe marocaine qui a passé sa vie à bousculer les idées reçues sur la place des femmes dans le monde islamique. Elle n'a pas hésité à retourner aux sources, aux textes sacrés, pour y déconstruire les fondations du patriarcat. Allez, on plonge dans son parcours et sa pensée qui est, pour le moins, révolutionnaire. Voilà, tout est dit, ou presque. Cette phrase, simple, directe, c'est vraiment le cœur de tout le travail de Fatima Mernissi. Pour elle, le problème, ce n'est pas le Coran, ni même le prophète. Non. Le problème, ce sont les intérêts d'une élite masculine qui, d'après elle, a tordu le message originel. Et c'est de là que va partir tout son combat. Et son influence a été énorme. En 2013, le magazine Arabian Business la classait 15e femme arabe la plus influente au monde. 15e. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est la reconnaissance d'une icône, d'une voix qui a inspiré des générations entières, au Maghreb et bien au-delà. Mais pour bien comprendre d'où viennent ces idées, ces intuitions si fortes, il faut revenir en arrière. On repart à ses origines, à Fès, dans les années 40, dans un lieu qui a fait couler beaucoup d'encre et qui est souvent fantasmé, le harem. Et là, attention, on déconstruit tout de suite un mythe. Le harem où grandit Mernissi, ça n'a absolument rien à voir avec l'imaginaire occidental plein de clichés. On parle d'un harem domestique. En gros, c'est une grande maison familiale, une enceinte où l'objectif premier est de protéger les femmes du monde extérieur. Cette expérience de la frontière entre le privé et le public va nourrir toute sa réflexion. Bien sûr, elle ne va pas rester dans cet espace confiné. Très tôt, elle va transgresser les règles en choisissant l'éducation. Et son parcours est juste impressionnant. De Fès, elle part à Rabat, puis c'est Paris, la Sorbonne, et enfin les États-Unis pour son doctorat. C'est un voyage géographique, bien sûr, mais c'est surtout un immense voyage intellectuel qui va lui ouvrir l'esprit. Et le point crucial, c'est que son travail académique a tout de suite un impact. Sa thèse ne reste pas à prendre la poussière sur une étagère, non. Elle devient un livre, Beyond the Veil, qui devient un classique aux États-Unis. Ça pose les bases de tout ce qu'elle va faire ensuite sur le genre, le pouvoir et la religion. Quand elle rentre au Maroc, elle s'attaque à la partie la plus audacieuse de son œuvre. Alors, comment on fait pour relire toute l'histoire de l'islam et y trouver une vérité sur les femmes qui auraient été cachées? Son idée centrale, c'est de mettre face à face deux visions. D'un côté, l'interprétation la plus répandue, la patriarcale, qui dit que les femmes doivent rester à la maison, et de l'autre, ce qu'elle redécouvre dans les textes, un message prophétique originel qui, selon elle, visait une société égalitaire, où hommes et femmes construisent ensemble la cité. Et pour le prouver, elle ne fait pas que théoriser. Elle va chercher des exemples concrets, historiques. Cette phrase, tirée de ses recherches, c'est une petite bombe. Elle nous montre que les femmes des premiers temps de l'islam étaient tout sauf passives. C'étaient des actrices politiques et même militaires. C'est dans son livre le plus connu, Le harem politique, qu'elle lance sa thèse la plus explosive. Elle ne dit plus seulement que le message a été déformé. Non, elle affirme qu'il a été délibérément falsifié. Et elle pointe du doigt ce qu'elle appelle la misogynie du calife Omar, le successeur du prophète. C'était d'une audace folle, parce qu'Omar est une figure absolument fondatrice et respectée. Le remettre en cause, c'était s'attaquer au cœur de l'orthodoxie. Mais Mernissi, ce n'était pas juste une intellectuelle dans sa tour d'ivoire. Pour elle, le combat des idées devait s'incarner dans le monde réel. Alors elle a mené la lutte directement sur le terrain, dans la société civile. Et elle s'est engagée à fond. Elle a fondé des caravanes civiques pour encourager le débat, créer des collectifs. Elle a même animé des ateliers d'écriture pour donner une voix à celles et ceux qu'on n'entendait jamais. Et surtout, elle écrivait dans la presse populaire. Elle refusait de rester dans un jargon d'universitaire. Elle voulait que ses idées touchent tout le monde. Alors quel héritage laisse une personnalité aussi complexe, aussi courageuse? Eh bien, c'est une histoire à double face. D'un côté, une reconnaissance mondiale, et de l'autre, une opposition féroce. La vie de Mernissi, c'était vraiment ça. Une dualité permanente. D'un côté, elle reçoit les prix les plus prestigieux en Europe. Et de l'autre, au Maroc, la sortie du harem politique lui vaut la colère des islamistes et la condamnation de certains chefs religieux. Pourquoi ? Parce qu'en questionnant leurs interprétations des textes, elle sapait la base de leur autorité. Elle a payé le prix de son courage, parfois par l'isolement. Et pourtant, malgré cette opposition, sa voix a porté incroyablement loin. Le fait que ses livres, écrits en français, soient traduits en anglais, en allemand, en japonais, partout, ça montre bien que son message était universel. Il continue de résonner à travers le monde. Finalement, l'héritage de Fatima Mernissi, on pourrait peut-être le résumer à cette question. Une question qu'elle a posée toute sa vie et qu'elle nous laisse. Comment fait-on, aujourd'hui encore,
pour faire la part des choses entre la foi sincère et les intérêts d'un petit groupe au pouvoir? C'est une question qui est toujours aussi brûlante d'actualité et qui nous invite à rester vigilants, à toujours questionner.